Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire du Handipact Grand Est consacré à la thématique du maintien dans l'emploi et plus particulièrement à la période de préparation au reclassement. Donc nous sommes heureux de constater encore aujourd'hui que vous êtes nombreux ce matin et c'est dans le cadre de l'animation du réseau des employeurs publics, des partenaires du service public à l'emploi et de tous les acteurs du maintien dans l'emploi de la région Grand Est que nous avons aujourd'hui organisé cette journée d'instance de pratique sous un format un petit peu particulier parce que les trois interventions se feront en webinaire. Donc, afin de suivre dans de bonnes conditions, il va être préférable pour vous d'avoir un accès filaire à Internet, si vous le pouvez. Et si vous rencontrez des problématiques de son au cours des interventions, n'hésitez pas à utiliser le numéro de téléphone qui est en bas de votre écran, de manière à bien entendre les différentes interventions. Et les supports qui seront présentés tout au long de la journée sont téléchargeables au cours des interventions. Donc, nous avons l'honneur d'avoir Madame Gouzy qui est présente aujourd'hui et qui va faire un mot d'ouverture. Donc, Madame Gouzy, je vous cède la parole. Bonjour, chers employeurs, chers partenaires. C'est avec grand plaisir que je vous accueille pour cette journée d'échange, de pratique spéciale, période de préparation au reclassement. La PPR est un outil nouveau qu'il faut nous approprier. Et à cet effet, j'ai souhaité faire travailler le Handipact du FIPHST Grand Est, qui s'est entouré pour l'occasion de nombreux employeurs du Grand Est, avancés dans la pratique et qui ont donné de leur temps pour produire un guide pour l'ensemble des employeurs. Et je tiens tout particulièrement à les remercier. Ils ont permis la réussite de cette présentation et la production du premier guide PPR comme outil à destination de tous. Ainsi, je déclare ouverte cette journée qui commence par le volet juridique avec l'intervention de Monsieur Nicolas Sotero, expert, docteur en droit public et avocat au barreau de Paris. Par ailleurs, je profite du moment pour vous annoncer le prochain comité des employeurs publics qui se tiendra le 3 juillet en webinaire sur le thème de la crise Covid, premiers enseignements et perspectives. Et dans cette attente, je vous souhaite une très bonne journée de partage et d'échange. Merci. Je vous remercie, Madame Gouzy. Donc, effectivement, au cours de la journée, nous allons avoir trois interventions distinctes. La première, celle de Maître Sotero, qui vient effectivement reprendre le contexte réglementaire qui est en constante évolution depuis 3-4 ans, avec l'ordonnance, la publication des décrets dans les deux versants de la fonction publique d'État et territoriale, mais également l'impact de la loi de transformation. Donc, ça permettra aux employeurs d'avoir aussi des moments de temps d'échange et de questions-réponses avec Maître Sotero pour que vous ayez effectivement des réponses à vos interrogations à la fin de cette matinée. Au-delà de cet aspect législatif, à 14 heures, un webinaire vous est proposé et là, c'est le Centre de gestion 54 qui va venir illustrer comment ils appliquent cette réglementation lors de leur démarche d'accompagnement de leur collectivité et des agents qui sont concernés par une démarche d'accompagnement, en tout cas dans le cadre de la PPR. Enfin, nous terminerons la journée d'instance d'échange de pratiques avec le dernier webinaire proposé à 15 heures qui présente les travaux effectivement des employeurs publics sur la région Grand Est pour la publication du guide PPR. Pourquoi ce guide? Parce que la démarche de reclassement, effectivement, elle est assez réglementée, assez législative et il y a un besoin qui est né des employeurs publics d'avoir un temps de réflexion pour, on va dire, identifier de manière qualitative les outils à disposition et la démarche d'accompagnement qui serait nécessaire à mettre en place pour accompagner au mieux les agents qui sont confrontés à une problématique de santé et à une situation d'inaptitude qui apparaît parfois brutalement, parfois ça peut s'anticiper, mais ce n'est pas toujours le cas.
et que c'est des situations qui nécessitent un engagement et la prise en compte d'une certaine singularité pour pouvoir mener à bien le parcours de maintien dans l'emploi. Donc, j'aimerais effectivement que beaucoup de vous apprennent des éléments ou des outils, des méthodes, des bonnes pratiques à mettre en œuvre ou à faire évoluer au sein de vos structures et de vos organisations pour mener à bien cette démarche de maintien dans l'emploi qui ne se limite pas qu'à la période de préparation au reclassement, comme nous allons le voir, même au niveau législatif et réglementaire, avec Maître Sautreau. Je vous cède la parole. Bonjour à tous, merci au FIPHFP et au Handipact d'organiser ce webinaire sur la période de préparation au reclassement. La matinée va être orientée essentiellement sur la présentation des aspects juridiques afin que tous les acteurs des transitions professionnelles en matière d'inaptitude physique puissent s'emparer pleinement de cet outil et puissent pleinement l'articuler avec d'autres outils qui interviennent dans le cadre des transitions professionnelles. Alors, vous avez, comme Madame de Mello l'a indiqué, la possibilité de poser des questions au fur et à mesure de la présentation. N'hésitez pas, nous procéderons à 2 ou 3 pauses au cours de la présentation afin de répondre à une série de questions thématiques et vous aurez naturellement la possibilité, si nous n'avons pas la faculté au regard du temps imparti de répondre à l'ensemble des questions, de poser d'autres questions et nous y répondrons par le biais d'une FAQ. Alors, cette période de préparation au reclassement, elle va être présentée selon l'ordre suivant. D'abord, une présentation du contexte et de l'esprit de la PPR, ses fondements, à jour de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2020, une précision sur les bénéficiaires de la PPR, les modalités de constat de l'inaptitude à l'exercice des fonctions, qui est la condition préalable au bénéfice de ce dispositif, la place de l'avis du comité médical dans le processus d'octroi de cette période de préparation, la construction du projet de transition professionnelle et puis un point particulier sur les droits et obligations qui résultent de cette situation statutaire, tant vis-à-vis du fonctionnaire que de l'employeur. Et enfin, nous évoquerons la question délicate de la fin de PPR. Voilà tout pour le programme de cette matinée. Alors, le contexte, il est connu depuis bien longtemps et il est contenu essentiellement dans les différentes lois qui composent le statut de la fonction publique. Le droit à l'emploi est matérialisé en particulier à l'article 12 de la loi Le Pors. Ce droit à l'emploi, c'est la distinction du grade et de l'emploi, celle qui fonde la fonction publique de carrière et qui va permettre le reclassement sur d'abord l'aménagement de poste et ensuite le reclassement. Et puis vous avez également d'autres dispositions à combiner avec cet article 12 dans la loi Le Pors à l'article 6 sur l'interdiction des discriminations en raison de la santé et du handicap et la question de l'obligation d'aménagement de poste qui résulte en premier lieu d'une directive européenne qui a été transposée dans les 3 versants de la fonction publique aux articles 63, 81 et 71 des différentes lois statutaires. Les fondements du droit au reclassement, on va les retrouver dans ces mêmes dispositions, avec un contexte qui est celui de l'élargissement du droit au reclassement au profit des agents contractuels, qui était reconnu par le Conseil d'État depuis 2002 en tant que principe général du droit et qui a été ensuite repris
dans les décrets applicables à chaque agent contractuel de chaque fonction publique. Et les dispositifs avant la PPR, toujours d'actualité. Ce point nous semblait important à rappeler parce que ce sont des dispositifs qui permettent de surmonter, qui ont permis pendant un temps de surmonter l'absence de PPR et de permettre des situations de se confronter à des situations d'inaptitude physique et à permettre un maintien dans l'emploi. Ces dispositifs existent toujours. Ils pourront être articulés avec la PPR. Ils sont notamment importants dans la période particulière dans laquelle se trouve la fonction publique hospitalière, pour laquelle il n'y a pas encore de décret d'application. Alors, quels sont ces dispositifs? En premier lieu, il convient de rappeler que le juge administratif, à plusieurs reprises, a rappelé qu'il y avait une compatibilité à passer un concours, même en situation de congé de maladie. Donc le congé de maladie en soi n'est pas un obstacle à une transition professionnelle, et notamment lorsqu'un agent envisage de passer un concours. Et puis, dans les d'autres textes qui existent, il y a lieu de s'attarder sur les décrets relatifs aux comités médicaux et commissions de réforme qui prévoient les procédures applicables à la reconnaissance de congés longue maladie et congés longue durée. Ces dispositions, notamment l'article 28 du décret de 1987, pour le citer, mais vous avez les références pour les autres, prévoit qu'il est possible de travailler durant un congé longue maladie ou un congé de longue durée dans le cadre de ce qu'on appelle une activité ordonnée et contrôlée médicalement au titre de la réadaptation. Et ce dispositif peut être employé naturellement à condition qu'il y ait un certificat médical qui puisse attester de la compatibilité. Dernière nouveauté introduite en 2017 avec le compte personnel de formation. Ce compte personnel de formation qui est donc le successeur du DIF. Ce compte prévoit l'octroi de crédits pour effectuer des formations personnelles. À ce titre, la question de l'inaptitude physique occupe une place particulière. D'une part, le pouvoir réglementaire a prévu l'octroi de crédits supplémentaires pour les agents qui se trouvaient dans une situation où ils risquaient d'être confrontés à un risque d'inaptitude physique. Et d'autre part, les formations qui seraient motivées par la prévention de ce risque d'inaptitude physique sont considérées comme prioritaires au regard d'autres formations. Et donc, ce sont des outils naturellement à mobiliser. À cela s'ajoute notamment la possibilité d'effectuer des bilans de compétences, notamment. L'esprit de la période de préparation au reclassement, vous l'avez donc compris, c'est de dépasser un cadre qui était trop rigide, une obligation limitée à celle du reclassement dans la structure d'emploi et de ne pas envisager la question du reclassement au-delà du champ du simple employeur, de la collectivité territoriale ou de l'établissement hospitalier. Là, l'idée, c'est vraiment d'organiser la transition professionnelle sur les trois versants de la fonction publique et d'éviter de se trouver trop rapidement dans une situation où on est contraint de procéder au licenciement ou à la mise à la retraite d'office. Et l'idée va être donc de pouvoir anticiper le plus possible avec des outils juridiques qui puissent être adaptés. Très clairement, l'objectif n'est plus de subir l'inaptitude physique de part et d'autre, mais d'essayer de l'appréhender au mieux pour en tirer profit dans la collectivité et dans le même temps permettre aux agents de poursuivre une activité professionnelle.
La PPR est malgré tout un objet juridique qu'on pourrait qualifier de non identifié. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas une position statutaire, à la différence de la disponibilité, du détachement. Ici, on est sur une modalité de la position d'activité. La position statutaire, c'est bien la position d'activité, et donc on est sur une modalité de cette position, ce qui permettra d'ailleurs l'octroi d'un certain nombre de droits, dont celui au congé annuel dont on parlera tout à l'heure. Elle n'est pas considérée, cette PPR, comme un congé spécial, qui ne figure pas, par exemple, à l'article 57 de la loi relative à la fonction publique locale, pas plus à l'article 34 de la loi pour la fonction publique d'État. Elle est toutefois assimilée à une période de service effectif et elle peut être rapprochée de la situation de réorientation professionnelle pour suppression d'emploi qui existe dans la fonction publique de l'État. Venons-en au fondement. La création de cette période de temps a été l'ordonnance du 19 janvier 2017 qui a inséré dans chaque loi statutaire, État, territoriale, hospitalière, une disposition qui est quasiment la même. Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement avec un traitement d'une durée maximale d'1 an et cette période est assimilée à une période de service effectif. C'est une formulation assez condensée où on retrouve les éléments essentiels, une garantie de rémunération, un constat préalable d'inaptitude à l'exercice des fonctions, on reviendra sur la portée de cette formulation, et l'assimilation à une période de service effectif. Mais pour le reste, il est nécessaire d'avoir des précisions pour sa mise en œuvre par décret d'application sur lesquels nous reviendrons. La loi du 6 août 2019, notamment à son article 40, a quelque peu modifié la rédaction que je viens de vous présenter, la rédaction initiale, en indiquant que le fonctionnaire à l'égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l'exercice des fonctions a été engagée a droit à une période de préparation au reclassement. Ce qui signifie, dans cette première partie, que le législateur ne souhaite plus, pour mettre en œuvre la PPR, qu'on attende un constat définitif sur l'inaptitude aux fonctions du fonctionnaire. Dès lors qu'il y a potentiellement un risque d'inaptitude aux fonctions et qu'il y a une procédure devant le comité médical qui est engagée, alors l'agent est susceptible de bénéficier, bien avant la formulation de l'avis du comité médical, de la période de préparation au reclassement. Mais sur ce point, j'attire immédiatement votre attention. Ces dispositions nécessitent la mise à jour des décrets d'application de la PPR et ne peuvent donc pas être en l'état appliqués. On ne peut pas pour le moment anticiper, si bien que la présentation qui sera faite aujourd'hui sera une présentation au regard du droit applicable à ce jour et notamment à la règle selon laquelle la PPR ne démarre qu'à partir du constat de l'inaptitude après avis du comité médical. Mais en tout cas, sachez que ces textes sont susceptibles d'évoluer à brève échéance. Par ailleurs, la position prévoit que le fonctionnaire en congé pour raison de santé, et vous retiendrez là aussi la formulation qui est assez générale, peut, sur la base du volontariat avec l'accord de son médecin traitant, suivre une formation ou un bilan de compétences qui permet de compléter les dispositifs existants en matière de transition professionnelle et donner un fondement légal aux formations pendant un congé maladie ou à des bilans de compétences. Ce qui fait que sur la base de ces dispositions, on pourrait anticiper
une situation d'inaptitude, avant même que la PPR démarre, eh bien, un agent pourrait s'engager d'ores et déjà sur des formations ou un bilan de compétences. Alors, petite synthèse de ces dispositions issues de la loi du 6 août 2019. L'avancement du point de départ de la PPR. Le constat d'inaptitude n'est donc plus la condition préalable à la PPR, mais ce sera le risque d'inaptitude à condition qu'il y ait une procédure qui soit engagée en ce sens. Et sur ce point, une modification réglementaire est nécessaire pour que ces dispositions entrent en vigueur. L'expression de la compatibilité du congé pour raison de santé et d'un dispositif de formation. Également prévu à cet article 40 un entretien de carrière pour les agents exposés à un risque d'usure professionnelle, point sur lequel nous attendons également des précisions. Et puis, pour compléter là encore le dispositif et la possibilité d'avoir une période de travail pendant un congé maladie dans l'optique d'une reconversion, la possibilité dans la territoriale de mettre à disposition des agents auprès du centre de gestion pour des missions temporaires ou du remplacement de personnel. S'agissant des décrets d'application, à ce jour, il existe 2 décrets, un pour la fonction publique de l'État, un pour la fonction publique territoriale dont vous avez les références et qui modifie en réalité les textes qui sont relatifs au fonctionnement des comités médicaux et au régime de congé pour maladie. Nous reviendrons de manière particulière sur les textes applicables à l'État et à la territoriale. Se pose néanmoins la question de la fonction publique hospitalière, pour laquelle il n'y a pas de décret d'application publié à ce jour, ce qui pose la question du risque juridique auquel sont exposés les employeurs et de la question que certains peuvent se poser, à savoir, est-ce qu'il est possible malgré tout d'appliquer sans décret d'application les dispositions législatives en matière de période de préparation au reclassement. Alors, peut-on appliquer la PPR sans décret d'application? Pour répondre à cette question, il convient d'examiner plus attentivement la jurisprudence en matière de décret d'application. Quelle est-elle? Le Conseil d'État considère qu'une disposition législative est réputée d'application directe si manifestement l'absence de décret empêche son application. En l'espèce, si vous prenez quelques exemples, ne peut être appliquée par exemple une loi qui prévoit l'octroi d'aide, la consultation d'urgence, dès lors qu'aucun autre texte ne précise les modalités d'instruction d'un dossier ou la composition de la commission chargée de donner son avis. On pourrait faire un parallèle avec la situation de la PPR sur ce point où la PPR est malgré tout un texte qui nécessite, enfin un dispositif qui nécessite une instruction, la consultation d'une instance. Par ailleurs, l'article 85.1 de la loi de 86 instituant la PPR dans l'hospitalière ne renvoie pas expressément à un décret pour la PPR. On a juste un renvoi à un décret pour gérer la question du reclassement. Et le législateur a malgré tout mentionné une durée et un régime de rémunération pour la PPR, mais sans autre précision. Si bien qu'on est à ce jour dans une situation délicate, parce qu'il est difficile d'affirmer très clairement que ces dispositions législatives sont d'application directe. Je pense qu'il y a un certain nombre d'indices qui plaident pour que l'on considère que ces dispositions ne sont pas d'application directe. Néanmoins, il faut prendre en compte ces incertitudes et
ne pas être surpris si un contentieux risque de surgir au regard de cette question. Certains employeurs se sont posé la question de savoir si ils pouvaient devancer le pouvoir réglementaire en adoptant eux-mêmes des dispositions à portée réglementaire. En fait, le contenu actuel des décrets pour l'État ou la territoriale, mais là aussi, la jurisprudence administrative ne semble pas favorable à une telle option dans la mesure où la compétence, on qualifie compétence JAMAR, qui est liée à la qualité de chef de service et donc d'employeur, limite l'exercice de cette compétence et ne permet pas à un employeur d'imposer des obligations, accorder des avantages ou fixer des règles statutaires concernant le personnel, ce qui serait le cas en l'espèce. Alors, comment faire pour pallier cette situation délicate? Peut-on essayer de bousculer le pouvoir réglementaire pour adopter les mesures d'application qui s'imposent? Il existe un certain nombre d'outils qu'on va vous présenter, mais qui restent en l'espèce d'une efficacité relative. Le Premier ministre a l'obligation d'assurer l'exécution des lois. C'est ce qui résulte de l'article 21 de la Constitution, et c'est sur ce point-là que le Conseil d'État estime que cette obligation de prendre les mesures d'application d'une loi doivent être prises dans un délai raisonnable. Il est de jurisprudence constante qu'un délai, comme en l'espèce, de plus de 3 ans entre la publication de la loi et ce jour est manifestement déraisonnable. Il y a donc plusieurs moyens d'obtenir du Premier ministre la publication d'un tel décret. L'étape préalable est de former une demande auprès du Premier ministre pour obtenir l'adoption de ce décret. Et c'est s'il y a refus implicite ou explicite qu'il y aura lieu de former un recours, en l'espèce devant le Conseil d'État, pour obtenir l'annulation du refus et l'injonction faite au Premier ministre dans un délai déterminé de prendre le décret d'application. Difficulté en l'espèce, c'est la longueur des procédures. Il faut déjà compter le délai dans lequel vous allez introduire votre demande, ensuite saisir le Conseil d'État et le délai dans lequel le Conseil d'État va intervenir, puis le délai que le Conseil d'État va laisser au Premier ministre pour prendre les mesures imposées, et en tout état de cause, on arrive en moyenne avec un délai de procédure de l'ordre d'1 an et demi. Autre option qui pourrait être couplée pour obtenir une réponse beaucoup plus rapide, il recourt au référé suspension, mais qui ne pourra pas aller plus vite, en tout cas qui ne pourra pas permettre d'accélérer le processus actuel concernant la période de préparation au reclassement, parce que on est dans une situation d'entre-deux où un projet de décret est bien en discussion, il est en cours d'examen devant des instances consultatives, et le référé suspension n'est efficace que pour saisir ces instances consultatives. Donc là, en l'espèce, ce serait manifestement inefficace. Donc, on se trouve effectivement limité sur les outils à disposition pour essayer d'accélérer le processus. Malgré tout, les employeurs ont à gérer les risques contentieux susceptibles d'être générés par cette situation. Ces risques contentieux, ils se présentent de la manière suivante. Cela pourrait être la situation d'un fonctionnaire qui, après un congé longue maladie, où il a été reconnu inapte à ses fonctions, a été placé en disponibilité à plusieurs reprises et donc a subi une perte de rémunération.
il pourrait chercher, dans le cadre d'un contentieux indemnitaire, à obtenir le versement de son plein traitement lié à la période de préparation au reclassement sur une année. La seule limite à l'exercice de cette action, c'est la prescription quadriennale applicable aux créances des collectivités publiques. L'autre risque qui est susceptible d'apparaître, là aussi dans une telle hypothèse, soit un placement en disponibilité d'office, soit, imaginons, un reclassement qui n'a pas lieu, qui ne peut avoir lieu, et donc soit une mise à la retraite d'office, soit un licenciement qui est prononcé, et que le fonctionnaire viendrait à contester la mesure litigieuse en invoquant le fait qu'il n'a pas pu bénéficier de la période de préparation au reclassement. Sur ce point, une action en référé pourrait être engagée par le fonctionnaire, ce qui entre nous serait la situation peut-être la plus sécurisante, puisqu'un référé suspension permet d'obtenir une décision en 15 jours à partir de la saisine, et permet donc aux employeurs d'avoir une première vision de l'évolution du contentieux. La difficulté qui se pose en l'espèce, c'est qu'à ce jour, il n'y a pas de contentieux relatif, en tout cas pas à ma connaissance, à la PPR dans la fonction publique hospitalière, si bien qu'il est difficile de donner des conseils en la matière, et malheureusement il faut vivre avec ce risque contentieux dont on espère qu'il sera le plus court possible. Voilà pour la présentation des fondements de la PPR. Venons-en donc au champ d'application de la PPR. Et ici, qu'il s'agisse de la fonction publique de l'État, de l'hospitalière ou de la territoriale. Les bénéficiaires, ce sont les fonctionnaires titulaires soumis à la loi du 13 juillet 1983, c'est-à-dire celle qui régit l'ensemble des fonctions publiques de l'État, de la territoriale et de l'hospitalière. Sont donc exclus les agents non titulaires de droit public, donc les contractuels ne sont pas des bénéficiaires de la PPR. Les fonctionnaires stagiaires relevant aussi du statut de la fonction publique ne sont pas bénéficiaires de la PPR, de même que les fonctionnaires relevant de statuts autonomes, c'est-à-dire généralement prévus par une loi organique ou un règlement d'assemblée parlementaire, ce sont les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires des assemblées parlementaires et les militaires qui ne sont pas bénéficiaires de cette période de préparation au reclassement. Alors, pourquoi l'exclusion des agents non titulaires ne relevant pas du statut général? Il y a une première explication, c'est que on a une disposition fondatrice qui demeure l'article 12 de la loi Le Pors, c'est-à-dire cet article qui fonde la distinction du grade et de l'emploi. Si vous connaissez bien le fonctionnement de la fonction publique de carrière, c'est la garantie pour un agent titulaire, quel que soit son grade, de bénéficier d'un emploi, ou en tout cas un panel d'emplois qui correspondent aux fonctions de son grade. Et donc, c'est ce qui fonde d'ailleurs la question du reclassement. Dès lors que vous n'êtes pas titulaire de ce grade, vous n'êtes donc pas éligible à un reclassement, et donc, a fortiori, pas une période de préparation au reclassement. Donc, ce que j'indiquais sur l'exclusion des stagiaires, elle se déduit de l'article 12, en premier lieu, de la loi du 13 juillet 1983, et ce d'autant que le stagiaire n'a aucun droit à titularisation. Il y a toutefois quelques exceptions qui ont été précisées par la jurisprudence. Alors, non pas des précisions sur express
sur l'exclusion des stagiaires du bénéfice de la PPR, c'est encore trop tôt, mais ces jurisprudences concernent le bénéfice du reclassement au profit des stagiaires. Et le Conseil d'État, sur ce point-là, a été très clair. Un fonctionnaire stagiaire n'a pas droit au reclassement, donc a fortiori n'a pas droit à la période de préparation au reclassement. Les exceptions qui ont été prévues sont de deux natures. Le juge a considéré que seule une disposition législative ou réglementaire expresse peut prévoir que les stagiaires bénéficieraient d'un reclassement ou et donc d'une période de préparation au reclassement. C'est le cas en particulier pour les fonctionnaires de police où on a un décret qui prévoit qu'à l'égard des stagiaires, il y a un droit au reclassement lorsque l'inaptitude physique résulte de blessures survenues dans l'exercice d'une mission de police. Et le Conseil d'État en a tiré des conclusions plus larges dans un arrêt, dans le même arrêt du 17 juillet 2016, en disant que lorsque l'inaptitude du stagiaire est imputable au service, eh bien, il y a droit à un reclassement. Donc, dans ce cas, on peut considérer que la période de préparation au reclassement pourrait s'appliquer à ces stagiaires, mais là, encore, à la condition limitée que l'inaptitude résulte de l'imputabilité au service. Est-ce que, à ce stade, il y a des questions particulières sur la question des bénéficiaires? Alors, sur les bénéficiaires, oui, effectivement, Monsieur Sautreau, Sophie Dauchy du CDG 57 demande comment considérer un agent titulaire dans un grade et stagiaire suite à réussite à un concours dans un autre. Donc, il y aurait un double statut. Stagiaire, oui, suite à réussite à concours, il est détaché. Ça dépend au regard de... Moi, j'aurais tendance à vous dire oui, qu'il est éligible. La seule difficulté, c'est de savoir comment est rédigé en fait l'avis d'inaptitude. Parce que dans la question qui est posée, cela laisse supposer que on pourra avoir une inaptitude aux nouvelles fonctions en qualité de stagiaire, mais est-ce que l'inaptitude va plus loin et affecte les fonctions dont était titulaire l'agent ou pas? Donc, je vous dirais ici, on va être sur du sur-mesure. S'il y a lieu de considérer que l'étendue de l'inaptitude est assez large et va jusqu'à englober les fonctions dont était titulaire l'agent au préalable, alors évidemment, oui, il y aura un droit à la PPR. Si l'inaptitude relève uniquement de la question des fonctions en qualité de stagiaire, on pourrait supposer que le droit au reclassement et à la PPR ne sera limité que dans le cas où l'inaptitude relève de l'imputabilité au service. Donc, ça rejoint effectivement la question du CDG 67. Un fonctionnaire stagiaire ayant une inaptitude à son grade imputable au service a droit au reclassement. Donc, il serait effectivement dans ce cas-là éligible à la PPR. Oui. C'est bien ça. Et du coup, nous avons également une question, mais là pour des agents qui sont en disponibilité d'office pour raison de santé, s'ils sont reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, est-ce qu'ils sont bénéficiaires de la PPR? Alors, je dirais oui. Je vous dirais oui, et c'est un point qu'on va analyser justement par la suite, parce que
la condition préalable, ça reste le constat d'inaptitude indépendamment de la question que vous soyez de votre position statutaire. Alors, je suis désolée, maître Sotro, mais j'ai eu un petit souci de téléphone, donc j'ai pas tout entendu. J'espère que ça a répondu. Alors, je redémarre. Je crois que c'est bon là. Oui, je pense que vous pouvez effectivement poursuivre. Je vais relister les questions-réponses. N'hésitez pas à échanger au niveau du chat. Alors, je prends juste la dernière question concernant les titulaires en congé pour accident de service ou maladie professionnelle. Pour les titulaires, en fait, peu importe la nature du congé, que ce soit imputable au service ou pas. Pour les titulaires, ils ont de droit le bénéfice de la PPR dès lors qu'il y a un constat d'inaptitude à l'exercice des fonctions qui est posé. Peu importe l'origine, la question de l'origine de la pathologie, elle se pose uniquement pour les stagiaires. Alors, venons-en à l'inaptitude aux fonctions. Si on rappelle l'ordonnance de janvier 2017, aujourd'hui applicable, le bénéfice de la PPR est lié au constat de l'inaptitude à l'exercice des fonctions. Je vous indiquais par ailleurs la modification de rédaction, mais qui n'est pas encore entrée en vigueur. Qu'est-ce qu'on peut déduire de ces dispositions? Tout d'abord, que ce constat d'inaptitude à l'exercice des fonctions, c'est l'inaptitude aux fonctions du corps au cadre d'emploi d'appartenance auquel l'agent a droit. C'est pas uniquement l'inaptitude au poste. Si on est sur une inaptitude au poste, on le verra, il n'y a pas lieu d'engager un reclassement. C'est des aménagements de poste qu'il y a lieu de réaliser. Le constat doit être établi par le comité médical et donc on est dans une situation où l'aménagement de poste ne permet pas de compenser l'inaptitude, si bien qu'il y a une déclaration d'inaptitude à l'ensemble des fonctions auxquelles le grade donne vocation à exercer. Ce sont les conclusions que l'on peut établir. Un fonctionnaire qui est inapte à toute fonction, par nature, ne peut bénéficier d'un reclassement. Et il doit être admis à la retraite. Donc, s'il ne peut pas bénéficier d'un reclassement, il sera exclu du bénéfice de la PPR. Précision que je faisais tout à l'heure sur la distinction entre aménagement de poste et reclassement. On est en fait sur un constat de gravité variable de l'inaptitude. Si l'agent peut juste rester sur son poste avec un aménagement des équipements nouveaux, il n'y a pas lieu d'être dans une PPR. Si un simple changement de poste, un changement d'affectation, toujours compatible avec le grade, est envisageable, là aussi on n'est pas sur du reclassement, donc pas sur de la PPR, on est sur des dispositifs classiques. La PPR démarre à partir du constat de l'inaptitude à l'exercice des fonctions au grade, et donc après échec des mesures alternatives qui auraient pu être un changement d'affectation ou tout autre aménagement de poste. Hein, c'est vraiment le distinguo à faire au préalable, hein, le niveau de gravité de l'inaptitude qui va déterminer ensuite quel mécanisme on peut utiliser. Les principes directeurs, c'est d'abord la place centrale aujourd'hui du comité médical, qui n'apparaît pas dans la loi, mais qui apparaît dans les décrets d'application de la fonction publique de l'État et de la fonction publique territoriale. Cette intervention du comité médical peut intervenir à plusieurs titres.
Premier titre, il est saisi expressément de la question de l'inaptitude aux fonctions et du reclassement. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'il va adresser un avis d'inaptitude et, le cas échéant, se prononcer sur le reclassement et la PPR. Il peut se prononcer de manière autonome, il peut se prononcer dans les cas de saisine habituels, lorsque vous avez par exemple 12 mois de congé maladie ordinaire lorsque c'est une demande d'octroi ou de renouvellement de congé de longue maladie ou de congé longue durée. À chacune de ces occasions, le comité médical apprécie l'aptitude de l'agent, a la faculté d'apprécier l'aptitude à l'exercice de ses fonctions, desquelles on peut déduire le droit au reclassement et le droit à la PPR. J'attire votre attention sur le fait qu'il n'y a pas de formalisme particulier auquel le comité médical est astreint sur cette question d'application de la PPR. En tout cas, ça ne résulte pas expressément des textes. Il y a toujours une obligation de motivation mère, dans le respect du secret médical, mais le simple constat de l'inaptitude à l'exercice des fonctions mentionnées dans l'avis est suffisant pour enclencher la PPR et, le cas échéant, à terme, le reclassement. Rien n'empêche toutefois le comité médical à le mentionner de manière expresse. J'attire aussi votre attention sur le fait que les décrets d'application mentionnent expressément que la période de PPR démarre soit à compter de la réception de l'avis du comité médical, si l'agent est en fonction, soit à compter de la reprise de fonction lorsque l'agent est en congé de maladie. Ce qui signifie que quand bien même, en l'état actuel du droit, quand bien même un avis d'inaptitude aurait été dressé par une commission de réforme, eh bien la PPR ne peut pas être mise en œuvre parce que les décrets prévoient expressément que le point de départ de la PPR est lié à la réception de l'avis du comité médical. Donc on voit bien que le comité médical a une place centrale, qui, le cas échéant, peut ralentir le mécanisme lorsque on a un agent qui était en situation d'arrêt de travail imputable au service, ou en tout cas qu'il considérait comme tel et qui l'a conduit à saisir la commission de réforme, et ce qui fait qu'on va se trouver avec une situation, avec une procédure à rallonge, avec, pour ces personnes-là, une saisine de la commission de réforme, puis, le cas échéant après, ou concomitamment, c'est à envisager, l'avis du comité médical. Voilà. Il y a une place centrale du comité médical et en aucun cas l'avis de la commission de réforme ne peut se substituer à l'avis du comité médical. Je vous dis ça en l'état actuel du droit, dans la mesure où ces textes sont amenés à évoluer avec la rédaction qu'avait retenue le législateur sur le point de départ de la PPR qui serait lié à l'identification d'un risque d'inaptitude. Maître Sautreau, on ne vous a plus à l'image. Si vous avez la possibilité de remettre votre webcam, ça serait super. Alors, je remets. C'est bon? Merci. Oui. Donc voilà pour ce point de départ. Alors, dans la fonction publique territoriale, il y a une situation un peu particulière où il y a une obligation à la charge des employeurs d'informer le fonctionnaire de son droit à la PPR. C'est-à-dire concrètement, dès réception de l'avis du comité médical, il devra transmettre
aux fonctionnaires en mentionnant qu'il va pouvoir bénéficier d'une période de préparation au reclassement, d'une période d'1 an avec plein traitement. Il faut une information suffisante et le fonctionnaire voilà, sait d'emblée qu'il a la possibilité de bénéficier de cette période. Alors, je précise d'ores et déjà que c'est une obligation à distinguer du processus que l'on va voir ultérieurement de notification du projet de reconversion ou du projet de convention régissant la période de préparation au reclassement. Normalement, il n'y a pas lieu à ce stade de recueillir l'avis du fonctionnaire sur son acceptation ou son refus de la PPR. Hein, ça intervient normalement de manière ultérieure pour une raison simple, c'est qu'il faut que pour pouvoir exercer cette faculté de refus, le fonctionnaire dispose d'informations les plus complètes possibles sur ce qui lui est proposé. Au-delà des garanties de rémunération, il faut qu'il sache quelles sont les formations sur lesquelles ils peuvent s'entendre, les périodes d'immersion, et c'est donc au regard de cette information complète que la faculté de refus est susceptible d'être exercée. Donc si on synthétise un peu les différentes étapes procédurales, il y a la consultation du comité médical dans un premier temps, le placement ensuite en PPR au regard de la rédaction du comité médical avec un point de départ qui varie selon les gens. Dans la territoriale, à ce stade-là, une information particulière à l'égard du fonctionnaire. Et à partir de cet avis du comité médical, on va avoir une période de 2 mois pendant laquelle les différentes parties prenantes vont devoir co-construire un projet de reclassement dans la fonction publique. Une fois ce projet établi, il est notifié aux fonctionnaires qui exercent une faculté soit de refus, soit d'acceptation, et si elle est acceptée, eh bien, il y a mise en œuvre de la PPR et on déroulera la suite des obligations et droits de chacun. Donc voilà pour une présentation assez sommaire de cette procédure. La construction du projet et de la convention se présente quasiment de manière similaire entre la fonction publique territoriale et la fonction publique de l'État. Il y a juste une question de vocable qui est distincte. On parle de projet dans la fonction publique de l'État, on parle de convention dans la fonction publique territoriale, on parle aussi de convention dans la fonction publique de l'État, mais uniquement pour gérer les questions d'immersion professionnelle. Mais quoi qu'il en soit, ça reste la même idée, même si dans un cas on a un seul document et dans un autre on a 2 documents, ça participe du même processus. Voilà, c'est ce que je vous expliquais à l'instant. Cette convention en particulier dans la territoriale, elle va faire intervenir en plus de l'employeur et du fonctionnaire, le président du centre de gestion ou du CNFPT, qui vont avoir un rôle particulier dans la recherche de reclassement et notamment aussi dans les mécanismes de formation. Je vous rappelle par ailleurs la possibilité qui avait été évoquée en début de webinaire sur la possibilité d'accueil au sein d'un centre de gestion d'agents en congé de maladie. Voilà, il y a aussi une logique à cela si on prévoit la passation d'une convention avec signature du président du centre de gestion pour la période de préparation au reclassement. Il y a un rôle de la médecine de prévention. Le décret de l'État reste silencieux. On a une obligation d'information à la charge de l'autorité territoriale avant la notification de la convention aux fonctionnaires.
On suppose que ça doit se faire dans un délai raisonnable, mais même si les textes demeurent assez sommaires en la matière, voire silencieux, le rôle de la médecine de prévention ne doit pas être relégué au second plan. Bien au contraire, parce que son rôle va être capital, notamment pour apprécier si les fonctions sur lesquelles on positionne un agent, notamment dans le cadre d'une immersion, sont compatibles avec son état de santé. Et on le rappellera, les obligations de protection de la santé demeurent à la charge de l'employeur, y compris pendant la période de préparation au reclassement. Donc, même si dans certaines fonctions publiques, la sollicitation de la médecine de prévention n'est pas expressément prévue, elle est vivement recommandée pour des questions de protection de la santé des agents et de maîtrise d'un risque contentieux ultérieur. Les autres parties prenantes, ce seraient les administrations d'accueil dans le cadre de périodes d'immersion. Sur cet aspect-là, les textes sont particulièrement clairs. L'idée, c'est d'assurer à terme un reclassement des fonctionnaires sur une des fonctions publiques, quelle qu'elle soit. Donc, avec cet état d'esprit, on considère que les périodes d'immersion ne peuvent être effectuées que dans ces trois fonctions publiques. Et donc, par conséquent, les collectivités publiques qui ne se verraient pas appliquer le statut de la fonction publique ne pourraient pas accueillir des fonctionnaires en immersion. C'est par exemple le cas des personnes de droit public sui generis, des groupements d'intérêt public, des chambres consulaires qui ne se verraient pas appliquer le statut de la fonction publique de l'État, de la territoriale ou de l'hospitalière. Là, on est vraiment sur une application sur mesure. L'idée, c'est assurer le reclassement sur les trois versants de la fonction publique. Donc, même si je ne l'ai pas mentionné dans le support, il va de soi que le texte exclut implicitement les périodes d'immersion auprès d'employeurs privés. Alors, le contenu du projet et de la convention. Vous allez avoir naturellement le nom des parties, les différents engagements de l'administration et du fonctionnaire, qui peuvent être plus ou moins précis, les postes envisagés au terme de la PPR. Alors là, je vous fais une présentation maximaliste. Après, chacun fait en fonction des contraintes qu'il a, de l'état d'avancement de la réflexion sur la transition du fonctionnaire, des emplois disponibles. Donc, les postes envisagés, le cas échéant, au terme de la PPR, les fonctions susceptibles d'être occupées pendant la PPR, notamment pendant des périodes d'immersion. Vous pouvez mentionner des actions de formation envisagées, les conditions de mise en œuvre et un rappel de l'obligation pour l'employeur de rechercher des emplois susceptibles de permettre le reclassement. La convention va rappeler la durée d'1 an. Elle peut mentionner aussi les conditions de modification du projet. Ce n'est pas un document figé. Et là aussi, j'attire votre attention. Il est vrai que le délai de 2 mois imparti par le législateur pour préparer cette convention et la notifier à l'intéressé peut, dans certaines circonstances, paraître particulièrement court. Et dans ce cas-là, pour pallier cette contrainte, il est tout à fait envisageable d'avoir une première convention sommaire pour lancer le processus qui peut être modifiable en cours de route et s'adapter aux besoins des uns et des autres. La convention doit aussi mentionner les modalités de demande de reclassement, les risques encourus en cas de manquement aux engagements du fonctionnaire,
Les modalités d'accueil au sein d'une autre administration devront être précisées de manière plus précise possible, mais il n'y a pas d'obligation particulière. Vous pouvez renvoyer à des documents ultérieurs. Et puis, les conditions de prise d'effet du projet et les conséquences du refus signé de l'agent. C'est-à-dire, si l'agent refuse dans le délai de 15 jours, eh bien, il y a fin de la période de PPR. Voilà pour le contenu de la convention. S'agissant de la durée de la PPR, il est d'1 an maximum. Le point de départ, on l'a vu, c'est lié à l'avis du comité médical, et il y a des hypothèses de fin anticipée de cette convention, de cette PPR. Ça peut être l'intervention d'un reclassement au cours de PPR. Ça peut être le refus implicite ou express de signer la PPR manifestée par l'agent. Sur ce point, il convient d'indiquer que l'agent est bien placé en PPR dès l'avis du comité médical ou dès la fin de son congé. Et donc, à partir de cette date, il perçoit les droits à rémunération liés à la PPR. Et si au bout de 2 mois, l'administration notifie la convention et que l'agent refuse, les droits à rémunération perçus pendant les 2 premiers mois de PPR restent acquis à l'agent. Il n'y a pas d'effet rétroactif sur la fin anticipée de PPR pour refus de signature de l'agent. Enfin, il y a une autre hypothèse qui est celle de la rupture anticipée pour manquement du fonctionnaire. C'est là où la précision des obligations du fonctionnaire dans la convention présente une importance particulière. Si vous avez établi la liste des obligations de formation, les modalités de la période d'immersion et que l'agent, au final, ne se rend pas auprès de l'administration en immersion ou ne se rend pas à des formations, eh bien, il y a un risque donc de rupture anticipée que pourra prononcer l'administration employeur. Alors, j'ai mentionné par ailleurs des exemples de clauses qui pourraient être mentionnées dans la convention, en particulier sur les modalités de suivi et d'évaluation pendant la période de préparation au reclassement. Je sais que sur ces éléments-là, le groupement d'employeurs a beaucoup travaillé et a des choses à vous proposer, mais voilà, ce sont des outils importants en termes de suivi de la PPR pour pouvoir guider utilement le fonctionnaire. Avant d'évoquer la question des droits du fonctionnaire, je pense qu'on peut peut-être faire une autre pause et répondre aux questions Effectivement, les personnes, les participants se sont bien mobilisés. Donc, j'ai retracé un peu l'ensemble des questions par grande thématique. Donc, elles vont pas venir au fur et à mesure. Mais du coup, sur la question des bénéficiaires, il y avait encore besoin de précision. Donc, vous avez certainement déjà répondu, mais un fonctionnaire inapte temporairement aux fonctions relevant de son grade est éligible à la PPR. Donc, ça, c'était l'interrogation. Sinon, pour le coup, et qui n'a plus le droit à congé maladie, est-ce qu'il doit être reclassé temporairement, mais plutôt sur une procédure de reclassement classique? Alors, attendez, j'essaye de retrouver la question. Dans note, vous avez bénéficiaire, CDG. Alors, bénéficiaire, un fonctionnaire inapte temporairement en fonction relevant de son grade, est-il éligible à la PPR? Non. Il n'a plus de droit à congé maladie, doit-il être reclassé temporairement? Je n'aime pas le terme de reclassement temporaire. Un reclassement, il a un caractère définitif. Le reclassement, qu'est-ce que c'est juridiquement? C'est un changement de grade.
positionne un agent qui était dans un grade qui avait vocation à exercer des missions dans un autre grade. Et ce reclassement ne peut avoir lieu qu'après un constat médical d'inaptitude qui va avoir portée définitive. Et donc, juridiquement, on ne peut pas reclasser, j'allais dire, temporairement pour 2 mois un agent, sauf à ce que le reclassement lui-même effectué soit confronté à d'autres incompatibilités liées à l'état de santé. On pourrait très bien imaginer un agent qui était inapte de grade, on le change de grade et au cours et après donc ce premier reclassement, il y a une dégradation de l'état de santé qui justifie un nouveau constat d'inaptitude. Ce ne serait que dans cette hypothèse-là qu'il y aurait à nouveau un reclassement encore dans un autre grade. Mais le terme de reclassement temporaire est pour le coup inadapté. Peut-être que ce qui a été envisagé, c'est le cas échéant un aménagement de poste, mais voilà, on revient à la typologie classique liée à la gravité de l'état de santé, aménagement, reclassement et licenciement ou mise à la retraite d'office. Voilà. On est dans ce cas de figure. Dans le cas où l'agent on a un avis du comité médical qui déclare très clairement que l'agent est inapte à l'exercice de ses fonctions. Voilà, juste cette formulation, ça suffit à engager la PPR. Il n'y a pas besoin de plus. Et la question qu'il n'ait plus de droit à congé de maladie, quand il n'a plus de droit à congé de maladie auparavant, il était en dispo, l'agent qui est en dispo pour lequel il y a un constat d'inaptitude, il va pouvoir bénéficier de la PPR. Sur la position administrative statutaire, un agent qui est en PPR, sa position statutaire, c'est la position d'activité. Qui lui permet, comme on va le voir, de générer un certain nombre de droits. Alors, des questions sur le début de la PPR. Entre le moment où le fonctionnaire accepte le projet et le moment où le projet est finalisé, que fait l'agent? Alors, que fait l'agent? Ça dépend de la manière dont vous l'accompagnez. Vous pouvez d'ores et déjà anticiper sur la PPR. C'est tout l'intérêt de la présentation des outils existants préalablement à la PPR que j'ai effectué tout à l'heure. Lorsque je vous indiquais qu'un agent qui est en congé maladie peut passer des concours, peut suivre des formations, peut travailler dans le cadre d'un travail ordonné sur prescription médicale, il faut utiliser ces outils pendant la période qui sépare le début de la PPR de la notification du projet. Et ça peut être aussi un moyen de tester certaines orientations et d'affiner le contenu de la convention. Alors, quand les nouvelles modalités, à partir de quand le début de la PPR aura lieu, alors je ne comprends pas forcément. Je pense que ça fait écho à la loi de transformation 2019. Pour le coup, moi, je ne maîtrise pas le calendrier de décret d'application, même si on constate que les décrets d'application sur cette loi sont publiés relativement rapidement. Il en reste quelques-uns encore à sortir, dont ceux-là, mais normalement, l'idée du législateur était que l'ensemble des décrets d'application soient publiés dans le courant de l'année suivant l'adoption de la loi. Donc, c'est une loi qui a été publiée au mois d'août. Je pense que d'ici, dans le courant de l'été, on devrait avoir au plus tard des précisions sur ce point. Alors,
un agent à 14 mois de la retraite doit-il être placé en PPR alors que son reclassement ne pourra se faire au mieux que pour 2 mois? Oui, on n'anticipe pas. Il n'y a pas lieu d'anticiper là sur la question de la mise à la retraite classique. C'est un agent pour lequel on a dressé un constat d'inaptitude. Il a droit à la PPR, même si le reclassement ne pourrait avoir lieu au mieux que pour 2 mois. Qu'est-ce qui se passera en fait? Le cas échéant, il sera mis en dispo sur la dernière période ou maintenu en position d'activité pendant les 2 mois et on basculera sur la mise à la retraite. Voilà, mais on peut pas anticiper. Est-ce qu'on peut commencer la PPR avant la fin des longues maladies? Il y a rien qui l'exclut. Il y a rien qui l'exclut et sur ce point, je pense que on aura même des précisions dans le décret d'application dès lors que le législateur considère que la PPR peut être mise en œuvre avant même un constat d'inaptitude. On est sur la prévention du risque. Il n'y aura rien qui interdira de commencer la PPR avant le congé longue maladie. L'idée, c'est vraiment éviter que les périodes d'inaptitude et donc les périodes d'inactivité durent trop et rendent trop difficile ensuite le retour à l'emploi. Si l'agent refuse la PPR et demande le reclassement, quel est le délai pour faire aboutir le reclassement? 3 mois, oui, vous avez raison. On bascule sur les délais classiques en la matière. Alors, le rôle de la médecine préventive et l'articulation avec les dispositifs financés par le FIPHFP. Alors, sur les dispositifs financés par le FIPHFP, je laisserai à qui de droit répondre ce qui peut être mobilisé. Alors là, je vais vous apporter une précision parce que vous avez qu'une partie de la question. Donc en fait, effectivement, les employeurs publics ont la possibilité de déléguer tout ce qui est diagnostic médical, identification de l'impact des problématiques de santé sur un poste de travail bien identifié. Et la question était d'articuler le rôle de la médecine préventive dans le cadre de la PPR. Est-ce qu'on peut déléguer le positionnement du médecin de prévention à, par exemple, Cap Emploi qui va faire un diagnostic, identifier si effectivement le poste est adapté ou aménageable, etc. Alors, ça, on pourra l'avoir, mais il faudra à un moment donné que le médecin de prévention lui-même s'approprie ce document et le notifie, en tout cas dans le cadre procédural qui est prévu. Donc concrètement, il peut y avoir un accompagnement effectivement par un prestataire externe qui va être ensuite validé par le service de médecine préventive. Oui. Oui. Merci. Alors, je vous propose le cas échéant de continuer et de reprendre une partie des questions questions plus tard, sauf si on peut faire comme ça? Oui, on peut faire comme ça. Et puis je vais continuer à mettre des questions au fur et à mesure. Très bien. Alors, je vous disais, en répondant d'ailleurs à l'une des questions, que l'agent en PPR est réputé être en position d'activité. Et lorsqu'on prend le statut de chaque fonction publique, on prend par exemple l'article 57 dans le statut de la territoriale, il est mentionné que le fonctionnaire en position d'activité a droit à un certain nombre de congés. Pour le coup, de congés annuels, de congés de formation, de congés maladie. Donc, on peut très bien avoir, pendant la période de préparation au reclassement, des périodes naturellement de formation, ça peut être temps, mais des périodes pendant lesquelles l'agent bénéficie de ses congés annuels,
et des périodes pendant lesquelles l'agent peut se retrouver à nouveau en congé maladie parce qu'il y a une dégradation de l'état de santé. Là, ça doit bien être intégré, et ce d'autant plus que comme l'agent aura bénéficié d'un plein traitement au début de la période de préparation au reclassement, il bénéficie d'un congé maladie ultérieur au cours de la PPR, et qu'auparavant il était à demi-traitement, eh bien, pendant le bénéfice de la PPR lui aura permis de recharger ses droits à rémunération supplémentaire pendant sa période de congé de maladie. Donc on peut très bien se retrouver avec un agent qui fera peut-être 3 mois de PPR et puis qui va passer ensuite sur 4 mois de congé maladie ordinaire, et qui serait 4 mois à plein traitement parce qu'il aurait rechargé ses droits à rémunération. Cette articulation-là est tout à fait envisageable. Pour les autres aspects des droits liés à la position d'activité, il y a le droit à l'avancement qui était mentionné. De même, le droit à la rémunération et au maintien du plein traitement qui figure dans la loi. S'agissant en revanche des questions des éléments de rémunération complémentaires, il y a lieu de différencier ces éléments. En particulier ceux qui sont liés à l'exercice effectif des fonctions. En particulier la nouvelle bonification indiciaire ou le CIA composante du RIFSEP qui est liée bien à l'exercice effectif des fonctions. Et donc dans ce cas-là, normalement il y a exclusion du bénéfice de ces éléments de rémunération pendant la PPR. S'agissant des autres éléments de rémunération qui sont prévus dans le cadre d'un régime indemnitaire, il n'y a pas de droit garanti au maintien de ces éléments. En tout cas, ça ne figure pas dans la loi. Mais, et là je pense en particulier aux collectivités territoriales, ces dernières ont la possibilité, en application du principe de libre administration, de maintenir les éléments du régime indemnitaire pendant la période de PPR, comme elles pourraient très bien le faire pendant une période de congé maladie. Et donc sur ce point-là, c'est finalement aux employeurs de se positionner clairement dans leur collectivité pour fixer le cadre applicable en la matière. Dernier point sur la question de l'articulation avec les droits à congé maladie. Je vous indiquais première articulation qui est celle de la recharge des droits à rémunération statutaire. Il y a un deuxième aspect sur lequel il faut faire, l'existence d'une période de congé de maladie pendant une période de PPR ne proroge pas la période de PPR. Quoi qu'il en soit, la période de PPR restera limitée à 1 an, et donc si sur l'année vous avez 9 mois de congé maladie, eh bien ça ne décale pas de 9 mois la période de préparation au reclassement. Limité à 1 an. Se pose la question du droit du fonctionnaire à une deuxième PPR dans sa carrière. Cette hypothèse d'une deuxième PPR, elle se pose notamment après la question d'un reclassement effectif. C'est-à-dire un agent a bénéficié d'une première PPR, il a pu être reclassé dans un autre grade et malgré tout, il a un état de santé qui évolue et qui conduit à un nouveau constat d'inaptitude, mais aux nouvelles fonctions du nouveau grade. Eh bien, dans ce cas-là, on retombe sur les dispositions classiques. Il y a un constat d'inaptitude à l'exercice des fonctions qui est dressé par le comité médical et on peut enclencher à nouveau une période de préparation au reclassement.
Les obligations de l'employeur pendant cette période de préparation au reclassement, je vous dirais que ce sont des obligations classiques. Hein. La période de préparation au reclassement n'est pas une parenthèse. Les fondements classiques, c'est en premier lieu l'article 23 de la loi Le Pors qui prévoit l'obligation pour les employeurs publics d'assurer la protection de la santé de leurs agents. Et puis, il y a une jurisprudence particulièrement abondante sur la manière dont la responsabilité d'un employeur public peut être engagée en raison de l'état de santé de l'agent. Alors, deux types de responsabilité. Responsabilité sans faute, responsabilité pour faute. Ce que va vérifier le juge, c'est si l'employeur met bien tout en œuvre pour assurer un exercice des fonctions compatible avec l'état de santé de l'agent. Par exemple, il est arrivé que le juge administratif condamne des employeurs au versement d'indemnités lorsque un employeur a mis du retard à reclasser un agent alors même qu'il avait des postes vacants. De même, lorsqu'il a tardé à procéder à des aménagements de poste. Lorsqu'on a des aménagements de poste qui ne sont effectifs qu'un an après les préconisations de la médecine du travail, par exemple, et bien là, il y a un motif d'engagement de responsabilité de l'administration. Cette jurisprudence-là, elle est pleinement applicable pendant la période de PPR et en particulier pour les périodes d'immersion. Et c'est là où je renouvelle mes conseils dans la sollicitation de la médecine de prévention. C'est que pour se prémunir de ce risque d'engagement de responsabilité, eh bien évidemment, il faudra au préalable vérifier si les postes entre guillemets sur lesquels on va positionner un fonctionnaire en période d'immersion, eh bien sont compatibles avec son état de santé. Si ce n'est pas le cas, eh bien la responsabilité de l'employeur pourra être engagée. Et en premier lieu celle de l'employeur, pas celle de l'organisme d'accueil. Alors ensuite, il y aura éventuellement la possibilité pour l'employeur d'engager ce qu'on appelle une action récursoire contre l'organisme d'accueil pour se retourner contre cet organisme d'accueil qui n'aura peut-être pas tout fait non plus pour organiser des conditions de travail compatibles avec l'état de santé. Mais voilà, l'obligation de protection de la santé demeure pendant toute la période de PPR sans aucun aménagement, s'applique dans sa plénitude, et donc il y a lieu d'y porter attention. Là aussi, le risque accident du travail, maladie professionnelle existe, et c'est toujours en premier lieu l'employeur public qui le couvre, là encore, le cas échéant, en se retournant contre l'organisme d'accueil. Parmi les autres obligations de l'employeur sont expressément mentionnées la prise en charge des frais de formation et des déplacements, et puis évidemment l'obligation de recherche d'emploi de reclassement à la charge de l'employeur, mais aussi à la charge, selon la situation, du centre de gestion ou du CNFPT pour la fonction publique territoriale. La fin de la PPR, elle se présente, on l'a déjà en fait plus ou moins évoqué, hein, il y a déjà le refus du fonctionnaire, le manquement du fonctionnaire aux obligations prévues dans la Convention, l'hypothèse du reclassement, et là on est sur des cas anticipés de cette PPR. Le régime des décisions de fin de PPR doit être précisé. Lorsque l'on met fin à une période de préparation au reclassement de manière anticipée, on doit considérer que la décision qui met fin abroge une décision qui est créatrice de droit et qui
fait l'objet d'une motivation. Et donc, lorsque un agent aura manqué à ses obligations et que la PPR est terminée par décision de l'employeur de ce fait, l'employeur devra expliquer par courrier les raisons de droit et de fait qui justifient la fin de la PPR, sans quoi il y aura annulation de la décision de fin de PPR. Il convient aussi d'attirer l'attention sur le contenu de ce courrier dans le cas où l'agent aurait décidé de refuser le bénéfice de la PPR. Au-delà de la période de PPR elle-même, il faut lui rappeler qu'il retourne dans le régime classique du reclassement et que donc s'il souhaite un reclassement, il doit en faire expressément la demande. Et cette règle doit être rappelée dans le courrier notifié à l'intéressé. Alors, pour rappel, font obstacle au reclassement, naturellement l'absence de demande de reclassement, l'absence immédiate de poste, ce qui va conduire au placement en disponibilité de l'agence et l'épuisement des droits statutaires à congé de maladie ou l'engagement de la procédure de fin de fonction. Sur ces aspects-là, on retourne là aussi sur le droit que vous connaissez tous en matière de fin de fonction et de procédure de reclassement qui échoue. La PPR n'est qu'une parenthèse qu'on a ajoutée entre l'avis d'inaptitude et l'enclenchement de la procédure de reclassement. Alors, la fin normale de PPR au terme d'une année. Alors, le reclassement peut être prononcé par voie de détachement. On a une possibilité de maintien en position d'activité durant 3 mois avant le terme de la PPR en l'absence immédiate de poste. J'indiquais 3 mois avant le terme, il y a la demande de reclassement du fonctionnaire. En fait, il s'agit d'essayer d'anticiper. Là, on n'est pas sur de l'obligation, mais plus un conseil pour éviter de maintenir l'agent en position d'activité durant 3 mois après la fin de la PPR. Essayer de l'informer le plus tôt possible, le plus en amont possible sur les perspectives de reclassement et sur la possibilité la possibilité pour lui de demander son reclassement. L'idée, c'est vraiment d'anticiper et qu'il dispose d'une information la plus complète possible. Là encore, en cas d'impossibilité de reclassement après le maintien en activité durant 3 mois, si l'agent a épuisé ses droits statutaires, il est placé en dispo. S'il avait encore des droits à rémunération, il retourne sur des congés maladie classiques, tout en sachant que les procédures classiques reprennent leurs droits. Et donc, dans l'hypothèse où on rebasculerait sur un congé de maladie, on pourrait pouvoir un congé imputable au service, il faudra saisir à nouveau les instances médicales, IDOAN, comité médical, par exemple. En résumé, sur cette période de préparation au reclassement, on s'aperçoit que l'efficacité d'une PPR, elle tient à l'identification le plus tôt possible du risque d'inaptitude. Ça, c'est évident et c'est bien dans ce sens-là que le législateur s'est positionné avec la loi du 6 août. La connaissance par tous les acteurs associés à la démarche de leur rôle respectif et du but recherché, ça aussi, c'est une condition de réussite et c'est aussi pour cette raison que le webinaire qui a lieu pendant toute cette journée se justifie, que chacun puisse savoir quel est son rôle et aussi quels sont les outils susceptibles d'être mobilisés pendant la PPR, mais aussi avant et après une PPR. Si une PPR ne peut pas être immédiatement mise en place, il y a des outils à disposition qui permettent d'affronter la situation. Voilà pour cette présentation que je voulais la plus synthétique possible. J'espère qu'elle a répondu en grande partie à vos interrogations. On va prendre une nouvelle série de questions
pour celles qui n'auraient pas pu, celles auxquelles je n'aurais pas pu apporter de réponse aujourd'hui, les réponses seront intégrées à la fois aux questions qui vous sera transmises ultérieurement. Alors Céline, quelles sont les premières questions que l'on peut aborder? Et ben alors, du coup, effectivement, la position entre une modalité de position d'activité d'un agent en PPR fait que ça va bloquer certainement un poste sur une durée quand même de 12 mois, voire jusqu'à 15 mois. Donc la question était, pourrait-on recourir à un CDD VTE pour le remplacer, cet agent? Alors, la difficulté qu'on a sur l'agent en PPR pour recourir à un CDD, c'est que les dispositions statutaires ne prévoient pas expressément qu'il est possible de recruter un agent en CDD pour le remplacement d'un agent qui est en PPR. Autant on a des motifs qui sont expressément prévus pour du congé maladie, pour du détachement ou de la dispo sur des périodes inférieures à 6 mois, autant sur la PPR, il n'y a pas de précision. Donc on ne peut pas utiliser ce dispositif et alors ce qui est dommageable, hein, ça peut faire partie des éléments qui peuvent être remontés au niveau de la DGCL par exemple ou d'autres ministères pour essayer de faire bouger les textes. Mais voilà, ça c'est un obstacle et d'une certaine manière, voilà, c'est le corollaire du principe selon lequel l'agent est toujours en position d'activité. Merci. Donc un agent qui a un projet effectivement de formation long, parce que quand on réfléchit à une reconversion professionnelle, ça peut nécessiter effectivement des projets de 3 ans, comme indiqué dans l'exemple. Comment ça va s'articuler? Est-ce que c'est possible effectivement d'engager déjà dans un premier temps la réflexion, la construction du projet de formation et de finaliser sur la 3e année dans le cadre du dispositif PPR? Alors on pourrait l'envisager si l'ensemble des parties prenantes sont d'accord et en premier lieu l'employeur, parce que la question qui risque de se poser, c'est la portée qu'on donne à l'avis d'inaptitude. Si l'avis d'inaptitude dressé par le comité médical reste assez catégorique sur l'inaptitude aux fonctions, il sera difficile de laisser l'agent en congé maladie et notamment en longue maladie, par exemple sur une période de 2 ans. Donc là, on va être vraiment à chaque fois sur du cas par cas. On pourrait penser à articuler avec un congé de formation professionnelle à l'issue d'une année de PPR. Ça peut être articulé de cette manière-là, effectivement. Oui. Et ce d'autant plus que le législateur a expressément prévu que des congés de formation, que les droits à la formation étaient ouverts pendant la période de congé maladie. Donc il y a une articulation plus à chercher de ce côté-là. Ensuite, nous avons une question à l'issue ou en cours d'un congé, longue durée d'un agent apte à ses fonctions, réintègre-t-il sa collectivité même si aucun emploi n'est vacant sur son grade? Alors attendez, il faut que je retrouve. Donc là, je comprends pas bien la situation, parce que si la personne était en congé longue maladie, elle n'a pas quitté, ses fonctions n'ont pas été retirées. Alors. Le centre de gestion des Ardennes, vous pourriez repréciser le contexte, s'il vous plaît? Alors, si l'agent apte à ses fonctions réintègre-t-il sa collectivité, même si aucun emploi n'est vacant sur son grade? Effectivement, je partage l'avis de Céline. S'il est en congé longue durée,
normalement, il réintègre un emploi pour sa collectivité, sauf à ce que vous ayez procédé à une suppression d'emploi entre-temps. Et là, c'est une autre problématique. Elle va nous préciser la question. On va prendre une autre question en attendant les précisions. Le médecin de prévention doit être informé de la PPR avant notification, mais doit-il recevoir l'agent en visite pour vérifier l'aptitude de celui-ci sur les missions envisagées pendant la période de préparation au reclassement, même si c'est une immersion professionnelle? Alors, il n'y a pas d'obligation express qui est mentionnée en tant que telle. Cependant, moi, je le recommande vivement parce que c'est le seul moyen d'apprécier s'il y a une compatibilité de l'état de santé avec les fonctions et puis d'apprécier vraiment l'état d'esprit du fonctionnaire par rapport à cette période de préparation au classement et par rapport à la période d'immersion. Donc les employeurs ont tout intérêt à solliciter le plus tôt possible le service de médecine de prévention pour que le médecin puisse accueillir en visite l'agent avec le projet en cours de rédaction. Merci. On va terminer sur la question du centre de gestion des Ardennes et je vous invite à ce qu'on travaille comme pour Bourgogne-Franche-Comté, faire une foire aux questions pour répondre aux autres interrogations qui ont été posées, car on va arriver bientôt au terme du temps imparti par rapport à ce webinaire. Et Monica Goudy nous a rejoint, donc je pense qu'elle souhaiterait aussi faire un petit mot de clôture de cette matinée. Donc, le centre de gestion des Ardennes reprécise en disant qu'il a été ensuite déclaré apte, mais son emploi avait été pourvu. Pourvu par un titulaire? Donc, elle est en train de repréciser. C'est un agent adjoint administratif sur un poste de secrétaire de mairie avant son congé longue durée. Le poste ne correspondait pas. Attendez. Le poste ne correspondait pas à son grade et durant son congé longue durée a été pourvu. Aujourd'hui, l'agent est déclaré apte à son grade et aucun poste n'est vacant. Alors sur ce point-là, je ne vous répondrai pas comme ça. Oui. Il faudra, je pense, faire une aujourd'hui parce que c'est une situation, à mon avis, nettement plus compliquée qu'il n'y paraît. Oui. Surtout si l'agent n'était pas positionné sur un emploi auquel il avait vocation à exercer, et pour le coup, c'est plutôt une situation qui présente un risque contentieux et pour lequel la réponse ne peut être donnée qu'après examen des pièces du dossier. Il faut un avis consultatif plus précis. Très bien. En tout cas, je tiens à remercier Maître Sautreau pour le temps que vous avez consacré à la préparation de ce webinaire. C'est vrai qu'on a eu plusieurs échanges et pour la qualité effectivement de vos interventions qui sont très récurrentes. Monica Goudy, vous êtes avec nous? Oui, toujours. Vous m'entendez? Oui, voilà. On vous entend, oui. Parfait. Je vous laisse faire le petit mot de clôture parce qu'on arrive. Eh bien, évidemment, comme vous, Céline, je souhaitais remercier Monsieur Nicolas Sautreau pour sa participation très pertinente, évidemment, et son éclairage de l'ensemble des textes dont on a vraiment besoin. Parce que si l'on regarde le catalogue du FIPHFP, on se rend compte que l'aide mobilisable est possible pour les stagiaires, pour les CDI, pour les CDD aussi. Donc voilà, je ne sais pas exactement quelle sera la position du FIPHFP au regard de la présentation que je vais lui faire remonter. Nous allons certainement en rediscuter et revenir ensuite vers
une confirmation ou une évolution des termes de notre catalogue, des catalogues des aides. En tout cas, nous étions très nombreux ce matin à cette participation. Également, je pense, d'autres régions que la région Grand Est. Je voulais vraiment remercier tout le monde sur la pertinence des questions également. Voilà, je pense que c'est utile. Cette matinée, vraiment, on voit l'utilité de la matinée. Et comme je suis en train de disparaître, je m'arrête là. On vous entend maintenant, continuez, parce que continuez, on vous entend. Hein. Ah, d'accord. Écoutez, de toute manière, je voulais simplement vous dire que, évidemment, toutes vos questions participent à l'éclairage de toutes ces zones d'ombre dans cette début d'année où la PPR est mise en œuvre, avec tout ce que l'on sait et tout ce que Monsieur Sotero a pu nous indiquer, notamment la grosse zone d'ombre pour la fonction publique hospitalière. Mais en tout cas, voilà, je souhaitais malgré tout vous souhaiter une très bonne fin de matinée et vous retrouver, j'espère, très nombreux dès le démarrage du deuxième webinaire à 14 heures, donc pour l'illustration de la démarche d'accompagnement lors de la PPR du centre de gestion de Meurthe-et-Moselle avec l'intervention de Monsieur Mimoun Zaza, parce que ce centre de gestion est déjà bien avancé dans cette procédure. Je vous remercie. Eh bien, merci à vous pour ma sollicitation. Toujours un plaisir d'essayer d'éclairer les employeurs publics sur cette question de la PPR, de leur présenter aussi les zones d'ombre qui existent, et je reste naturellement à la disposition de chacun d'eux. Merci à vous, bon appétit à tous et j'espère vous revoir à 14 heures.